encore une fois, nous voulons présenter notre sujet sur le diabète, en continuation avec le sujet qu'on a commencé dans le culte, comme vous avez pu remarquer. Donc, nous souhaitons la bienvenue à tous ceux-là qui tient bon jusqu'à présent et qui jugent nécessaire de participer avec nous dans cet entretien. Le diabète, c'est, comme je l'ai dit ce matin, c'est l'une des maladies non transmissibles, c'est-à-dire c'est pas une maladie qui peut être transmise d'une personne à une autre, et c'est une maladie qui a une longue évolution, et nous allons voir au cours de la présentation, c'est une maladie qui est surtout due à des perturbations endocriniennes, et ces perturbations, les facteurs qui les ont favorisés, c'est surtout les manques d'activité, un régime alimentaire malsain, qui est surtout qui sont en mesure de favoriser l'évolution de cette maladie. Donc, voici la présentation. Nous allons présenter d'une façon générale cette maladie sur le plan statistique, qu'est-ce qu'on a quelles sont les nouvelles connaissances qu'on a sur cette maladie, les manifestations cliniques, comment on peut reconnaître quelqu'un qui fait cette maladie à son stade plus avancé, et puis comment faire le diagnostic. Est-ce que je peux rester comme ça et dire à une personne de toi, tu es diabétique? Maintenant, ça prend les examens. Et puis l'approche thérapeutique, comment faire la prise en charge, comment on peut gérer et comment se fait la gestion du diabète. Et nous allons voir que ça prend une approche multidisciplinaire, c'est-à-dire ça fait intervenir plusieurs spécialités pour pouvoir permettre à la personne quand même qui souffre du diabète de procurer un certain bien-être et de faire une bonne gestion de sa maladie. Mais juste avant de rentrer dans la maladie, il faut comprendre comment quelqu'un peut arriver à développer le diabète, son origine, comment ça a commencé. Donc, sur le plan anatomique, quand je parle d'anatomique, je ne sais pas s'il y a des étudiants ici, mais quand je parle d'anatomie, ici, c'est la constitution de notre corps, les différents organes qui constituent notre corps. Et nous avons parlé de ce matin du pancréas, au cours de ce matin du pancréas. C'est un organe essentiel à la digestion parce que c'est lui qui produit presque toutes les enzymes. Ce sont des substances dans notre corps qui permettent à l'organisme de transformer ce que nous mangeons. Ok? Alors, le pancréas, et cet organe, où se situe-t-il dans notre corps? C'est dans notre ventre. Et ça se situe en arrière de notre estomac. Il est placé entre la rate et le rein droit, mais surtout il est surplombé par le foie. Donc c'est cet petit organe. Je ne sais pas si... Oui. Alors je n'ai pas de pointeur pour vous indiquer ça exactement, mais je vais vous montrer ça sur un schéma. Donc le pancréas, c'est un organe mou de forme triangulaire qui est situé en bonne partie derrière l'estomac. Il est formé entre autres d'amas de cellules appelées îlots de Langerhans. Et c'est à ce niveau-là que le pancréas, lui, il va réaliser sa fonction endocrine, c'est-à-dire produire l'hormone que nous avions citée ce matin, l'insuline, qui est principale régulatrice du taux de sucre. C'est-à-dire quand nous consommons, nous mangeons, généralement la plus grande partie de ce que nous consommons, ce sont des carbohydrates, c'est-à-dire du sucre que nous prenons. Et le rôle du sucre, c'est de fournir de l'énergie à l'organisme, surtout en période de jeûne, quand nous ne mangeons pas, l'organisme utilise beaucoup plus le sucre, et c'est ce qui fait que des fois la personne peut tomber en hypoglycémie. Donc, l'insuline, quel est son rôle? Quand le sucre est trop haut dans le sang, il fait absorber par les cellules l'insuline pour permettre à l'organisme d'avoir une glycémie normale pour son fonctionnement. Alors,
Et ces îlots contiennent 4 types de cellules. Et il y a des cellules qui alpha, qui sécrètent un autre hormone qu'on appelle glucagon. Glucagon, lui, parce que l'organisme ne peut pas vivre sans sucre. Quand votre sucre est baissé, eh bien le glucagon lui-même, ben, le pancréas sécrète le glucagon pour faire remonter le sucre. C'est-à-dire qu'il va puiser dans les réserves de graisse que nous avons, eh bien, pour donner du sucre, parce que notre cerveau ne peut pas continuer à vivre sans le glucose surtout. Et l'autre cellule, c'est les cellules bêta, c'est eux qui sécrètent l'insuline. C'est-à-dire quand nous venons de manger, nous venons prendre beaucoup de sucre, eh bien, l'organisme doit faire une bonne gestion de ce sucre. Bien, le pancréas, qu'est-ce qu'il fait? Il sécrète l'insuline à ce moment et l'insuline va permettre aux cellules d'absorber le sucre que nous consommons, le glucose, pour normaliser le taux de sucre dans l'organisme. Et c'est à ce moment que le glucose que nous consommons est utilisable par l'organisme, parce que ça doit rentrer dans les cellules pour permettre la synthèse des protéines pour le renouvellement des constitutions de notre corps. Donc, sur ce schéma-là, vous voyez, ça j'ai isolé le pancréas pour vous montrer bien comment ça se situe et la relation qu'il a avec le foie. Donc, comme nous l'avions dit, le sucre, ça fournit de l'énergie à l'organisme et c'est l'énergie nécessaire au moment de la digestion et de la nourriture que nous consommons ou bien en période de jeûne. Donc, le sucre est important pour permettre à l'organisme de bien fonctionner. Et maintenant, quand le taux de sucre est élevé dans le sang, eh bien, c'est là qu'intervient l'insuline qui va inhiber cette élévation plasmatique du glucose et ça va favoriser la rentrée du glucose dans les cellules. Et non, lorsque l'organisme utilise la quantité d'énergie qu'il faut, bien, qu'est-ce que fait l'insuline? Il va commander le foie bien, pour prendre ce glucose, pour mettre ça en réserve, c'est-à-dire quand nous ne consommons pas au besoin, dans une période de jeûne, eh bien, l'organisme, eh bien, le pancréas va sécréter le glucagon qui va ramener ce sucre qui a été mis en réserve pour permettre à l'organisme eh bien, de trouver de l'énergie pour continuer à fonctionner. Donc l'insuline, non seulement il fait ça, il peut mettre aussi le glucose sous forme de graisse en réserve. C'est-à-dire quand nous consommons trop, vous voyez, des fois les gens sont devenus obèses, mais c'est pas ce phénomène, c'est parce que le sucre que nous prenons en excès, mais l'organisme va convertir ça en graisse et les dépôts de graisse, c'est ce qui va surtout nous mettre en situation difficile. Et ça intervient aussi, l'insuline permet aussi la synthèse des protéines au niveau des cellules. Est-ce qu'on peut passer pour moi? Ouais. Ce schéma-là montre eh bien, l'activité de l'insuline dans l'organisme. L'insuline, lui, il est sécrété en continu dans l'organisme. Bien sûr, en petite quantité, mais des fois, on va avoir des pics. C'est-à-dire, quand on vient de manger, eh bien, l'organisme est sensibilisé parce que le taux de sucre est élevé. Eh bien, on n'aura plus d'insuline pour mettre le sucre en réserve. Bon, maintenant, nous venons de voir comment ça fonctionne pour la gestion de la glycémie ou bien du taux de glucose dans le sang par l'insuline. Maintenant, quand il y a une perturbation, quand le pancréas n'arrive pas eh bien, à jouer son rôle, c'est-à-dire à pouvoir sécréter l'insuline, assez d'insuline pour gérer le taux de sucre, c'est là qu'interviennent les problèmes de perturbation endocrinienne, du diabète ou bien d'intolérance au glucose. Maintenant, comment est la situation? À travers le monde, le problème de diabète, on peut n'être pas sans savoir, le problème de diabète, si ça constitue un problème de santé publique, quel que soit le pays dont on passe actuellement, le diabète eh bien, c'est vraiment une grande préoccupation. Donc, pour le territoire qui nous concerne, l'endroit où nous vivons, au Canada, comment est la situation? Bien, selon le dernier rapport de 2019, eh 3700 Canadiens eh bien, seront diagnostiqués en 2018 et 2019. On a plus de 830 000 personnes qui sont touchées au Canada
de la maladie. Et nous savons que nous n'avons pas une trop grande population. Si on dit 838, on est déjà presque à 10% de la population canadienne qui est affectée par le diabète. Et ça contribue au décès d'environ 40 500 Canadiens par année. Donc c'est beaucoup. Donc le taux de mortalité, c'est 2 à 4 fois plus élevé comparativement à des personnes qui ne sont pas souffert de diabète. Donc pour quelqu'un qui est diabétique, son taux de mortalité est 4 fois plus élevé par rapport à quelqu'un qui n'est pas diabétique. C'est ce que ça veut dire. Et c'est un fardeau économique, ça coûte beaucoup le diabète. Et surtout pour nous au Canada qui a un système de santé publique, donc ça coûte beaucoup, c'est très coûteux parce qu'on a évalué environ $1,000 à $15,000 par personne le coût de prise en charge du diabète. Et au Québec, le diabète coûte le gouvernement environ 3 milliards de dollars par année, donc ça coûte beaucoup. Donc c'est une maladie chronique et quand on souffre du diabète, on est exposé à des complications à long terme très graves, surtout quand on ne fait pas une bonne gestion du diabète. Et quelles sont ces complications? Le plus souvent, les gens vont avoir des troubles visuels, pertes visuelles. On peut avoir un accident cérébrovasculaire. On peut avoir des troubles circulatoires. Et ça peut causer de l'amputation. Je ne sais pas si vous avez des proches ou bien vous êtes au courant des gens qui ont perdu un membre, un pied à cause du diabète. Et c'est l'une des causes de l'insuffisance rénale chronique. Parce que la maladie va affecter les reins de la personne qui devient insuffisant, mais il ne peut pas même gérer les déchets. Donc, c'est la première cause d'amputation non traumatique. C'est-à-dire, quand on parle d'amputation non traumatique, et c'est la première cause d'amputation en dehors des accidents qu'on peut avoir de la rue ou bien des voies de circulation, mais la personne peut perdre son membre, c'est dû au diabète. Donc, c'est un trouble du métabolisme du glucose qui est lié soit à une insuffisance de production d'insuline, c'est-à-dire le pancréas n'est pas capable de sécréter assez d'insuline pour faire la gestion du sucre. Le sucre est resté dans le sang et il n'est pas utilisé par l'organisme et c'est là que ça va causer des problèmes au niveau de la circulation, des troubles circulatoires. Ça va poser des problèmes aussi au niveau des différents organes parce que nous avons dit que le glucose, ou bien le sucre, c'est l'énergie qu'utilise l'organisme pour fonctionner. Donc, si le glucose ne peut pas rentrer dans les cellules, eh bien, ce n'est pas utilisable par l'organisme. Même si vous venez de manger, eh bien, c'est comme si vous êtes encore faim parce que les cellules ne reçoivent pas de glucose, parce qu'il n'y a pas d'insuline pour faire rentrer le glucose dans l'organisme. Donc, ces deux situations, ou bien le pancréas ne sécrète pas d'insuline, il y a une autre situation aussi, le pancréas peut sécréter l'insuline, mais cette insuline, eh bien, n'est pas utilisable par l'organisme, c'est-à-dire les cellules ne sont pas sensibilisées par la présence d'insuline pour faire rentrer le glucose au niveau des cellules. Donc, et à partir de ça, on va classer le diabète en deux grandes catégories. Il y a le diabète type 1, il y a le diabète type 2. Le type 1, c'est moins connu, ça représente 10% du diabète. Dans le temps, on l'appelle diabète juvénile parce que ça arrive très tôt c'est entre 15 ans, disons avant 40 ans. Donc, près de 40% des cas de diabète type 1, on les a diagnostiqués à l'âge de 20 ans. Donc, c'est très tôt c'est très tôt, on peut diagnostiquer le diabète type 1. Par contre, pour le type 2, ça représente 90%. Donc, le type 2, bien, son diagnostic se fait très tard, après 40 ans le plus souvent. Mais aujourd'hui, on peut le diagnostiquer à n'importe quel moment. Vous savez pourquoi? C'est parce que les gens n'ont pas un bon régime alimentaire, n'ont pas une bonne nutrition. C'est quand vous avez un régime alimentaire malsain, vous consommez beaucoup de graisse, beaucoup de gras, eh bien, vous pouvez de très tôt développer
le diabète type 2. Il y a d'autres formes de diabète selon les circonstances. Par exemple, la grossesse peut entraîner ce qu'on appelle le diabète gestationnel. C'est dû à la grossesse, à partir des hormones sécrétées. Et à partir de la grossesse, on peut avoir une résistance à l'insuline qui fait que la personne développe le diabète. Mais ça, c'est un diabète temporaire. C'est-à-dire après la grossesse, quelques temps après, on peut revenir à la normalisation. Mais par contre, on a remarqué que des gens aussi peuvent évoluer vers le diabète type 2. Donc, comme nous l'avions dit, pour le type 1, ça touche habituellement les personnes de moins de 40 ans. Mais la cause n'est pas tout à fait bien connue, mais sauf qu'on a remarqué que qu'est-ce qui cause, qui fait que le pancréas ne produit pas d'insuline, une infection affectant les cellules du pancréas qui produisent l'insuline, s'il y a une destruction progressive de ces cellules, au fur et à mesure, la personne peut se trouver en incapacité à produire de l'insuline pour faire la bonne gestion du sucre et le type 1 va s'installer. Et l'exposition à certaines toxines, l'exposition à certains virus et même certaines maladies auto-immunes aussi, c'est-à-dire quand on parle de maladies auto-immunes, c'est des maladies que la personne développe, c'est-à-dire son propre corps développe encore des anticorps qui détruisent ses propres cellules. C'est-à-dire, il y a des maladies qui peuvent produire des anticorps spécifiques pour détruire les cellules du pancréas responsables de la sécrétion d'insuline. Et au fur et à mesure que la personne, et que ces cellules perdent leur fonctionnalité normale, la personne va évoluer vers le diabète type 1. Donc, les manifestations du diabète, c'est l'hyperglycémie, ça apparaît lorsque on a une réduction de 80-90% des cellules qui sont responsables de la production d'insuline. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui se fait sur une longue période. C'est pourquoi on parle de maladies à évolution longue et qui évoluent à bas bruit vers l'aggravation. Et c'est tranquillement. Au début, on ne ressent rien. Et surtout pour le type 1, quand on commence à avoir les symptômes, on est déjà à un stade vraiment avancé parce qu'il faut 80-90% de destruction des cellules bêta du pancréas pour que ça commence à se manifester cliniquement. Donc, cette incapacité du pancréas à produire de l'insuline va conduire à l'apparition des symptômes et des fois ça peut amener la personne aux urgences à consulter, à développer des complications vraiment terribles pouvant causer la mort. Et surtout chez le type 1, la complication la plus redoutable, c'est l'hypoglycémie. C'est-à-dire, nous savons que le cerveau ne peut pas vivre sans glucose, mais l'hypoglycémie, ça tue rapidement. Ça veut dire que quelqu'un qui est diabétique type 1, doit savoir faire une bonne gestion de sa maladie, sinon à n'importe quel moment, elle peut décéder. Donc, pour le type 1, la personne aura besoin d'un apport exogène en insuline. C'est-à-dire c'est quelqu'un qui doit être constamment sur l'insuline parce que son organisme ne produit pas d'insuline pour faire la bonne gestion du sucre. Donc, cette personne-là doit toujours être sous insuline. Il doit savoir comment prendre son insuline parce que les risques d'hypoglycémie, c'est ce qui tue. Donc, il faut savoir gérer sa glycémie. Donc, pour le type 2, comme nous l'avions mentionné, ça apparaît tard dans la vie, c'est après plus de 40 ans. Et les symptômes, ça se manifeste de façon insidieuse. C'est quelqu'un qui est venu avec une infection à répétition, une infection vaginale par exemple à candida ou bien une infection à champignons, ou bien la personne a une plaie qui prend beaucoup plus de temps à se cicatriser, à être guérie, bien qu'une personne normale. Donc, sa découverte se fait de façon au hasard. C'est comme vous allez faire un check-up et puis on contrôle ta glycémie et puis on voit que c'est élevé. C'est comme ça pour le type 2. Donc, quels sont les facteurs de risque
pour développer le diabète en général, surtout le type 2. Pour le type 2, eh bien, on a remarqué qu'il y a une prédisposition ethnique, c'est-à-dire les groupes d'origine asiatique, les Chinois, les autochtones, les hispaniques, les latins, les afro-américains, ce sont ces catégories de gens qui sont plus susceptibles à développer le diabète. Mais par contre, on a remarqué certains autres facteurs de risque, une prédisposition génétique, mais ce n'est pas tout à fait bien élucidé. On a fait des manipulations génétiques pour les gens de la catégorie HLA. Et bien, on a remarqué qu'il y a près de 30 sous-types de gènes et chez un bon nombre de gens qui développent le diabète. Et il y a un manque d'activité, bon, comme nous l'avions parlé ce matin, donc vous voyez, le manque d'activité, il faut faire des exercices, il ne faut pas éviter la vie sédentaire. Et surtout au Canada, dans un pays où le système, où la technologie est très développée, vous pouvez faire des exercices et pourtant vous ne faites rien. Pourquoi je dis ça? Parce que moi, je traite des gens parfois comme des sédentaires ambulants. C'est-à-dire, on est pressé pour se rendre au travail, on monte l'auto. Pas vrai? Donc, on est ambulant. On n'a pas marché. On arrive au travail, au lieu de prendre l'escalier, vous prenez l'ascenseur. Non, vous êtes un sédentaire ambulant. Vous ne faites pas de mouvement. N'est-ce pas? Et surtout, bon, ici, la température n'est pas clémente, on ne peut pas se permettre d'aller en plein air. Donc, vous voyez, donc nous sommes des sédentaires ambulants. Donc, il faut faire attention, le manque d'activité, c'est un facteur de risque pour développer le diabète. Nous devons contrôler ce que nous consommons aussi, parce que les graisses, les aliments riches en gras, eh bien, c'est des causes des facteurs de risque pour développer le diabète. Parce que quand nous consommons beaucoup de gras, comme je l'ai expliqué ce matin, eh bien, les graisses entourant le tissu du pancréas, ça lui empêche de fonctionner normalement, ça diminue sa capacité, ça augmente aussi la résistance à l'insuline. Donc, dans le cas du diabète type 2, surtout, ce n'est pas un manque d'insuline parfois, c'est surtout la résistance à l'insuline. La résistance à l'insuline, c'est-à-dire les cellules ne reconnaissent pas l'insuline que le pancréas produit, et puis ça entraîne une résistance et ça entraîne l'accumulation du sucre dans le sang et ça va entraîner les complications que nous allons voir. Et les manifestations vont apparaître très, très tard, après une longue période, parce que s'il faut que l'insuline produite par le pancréas soit vraiment insensible aux cellules pour que ça ne fonctionne pas du tout. Et il y a surtout une altération de notre hormone dans le tissu adipeux et qu'on appelle l'epsine. L'epsine, c'est lui qui augmente la résistance surtout à l'insuline. Bon, les manifestations. C'est comment reconnaît-on quelqu'un qui est diabétique. Pour le type 1, pour le type 1, il y a le syndrome 4P, ça c'est pour les professionnels de la santé. Et les 4P, c'est d'abord la perte de poids. Ok, c'est la perte de poids. C'est-à-dire la personne commence à perdre, à une perte de poids brusque. Qu'est-ce qui entraîne cette perte de poids? Étant donné que le glucose est resté accumulé dans le sang, c'est la seule forme d'énergie utilisée par l'organisme ou par les cellules. Le glucose est resté dans le sang, même si vous mangez, mais ça reste dans le sang. Eh bien, l'organisme a besoin de l'énergie pour fonctionner. Eh bien, s'il ne trouve pas de glucose, mais qu'est-ce qu'il va faire? Il va dans les réserves, il va dans les graisses, il va dans les protéines, eh bien pour les transformer en glucose utilisable par l'organisme, parce que ce que vous consommez n'est pas utilisable. C'est là que vient la perte de poids. Et aussi, la personne va avoir ce qu'on appelle la polydipsie, c'est-à-dire la personne a une soif intense, il veut toujours boire de l'eau. Et comment expliquer ça? Qu'est-ce qui arrive? Bien, le glucose qui est accumulé dans le sang est trop concentré.
Donc la personne a besoin de l'eau parce que les cellules vont être déshydratées. Bien, la personne a besoin de l'eau, et bien l'organe, l'hypothalamus, qui ressent ce besoin, et bien il va stimuler le sang de la soif pour vous inviter à boire beaucoup d'eau. Donc c'est quelqu'un qui boit beaucoup d'eau. Il y a aussi quand on boit beaucoup, qu'est-ce qu'il va y avoir? On va uriner beaucoup, donc on va avoir, c'est pour polyurie, et une polyurie. On va avoir aussi une faim intense, c'est-à-dire la personne se sent, malgré qu'il mange, mais puisque ce qu'il mange, il ne peut pas utiliser l'énergie, eh bien, c'est comme s'il a toujours faim, il a toujours envie de manger, donc ça s'appelle la polyphagie, la personne mange beaucoup. Donc voilà les syndromes de 4P pour le diabète type 1, c'est polydipsie, polyphagie, perte de poids et polyurie. Oui. Donc pour le type 2, on peut avoir ces symptômes, mais c'est plus fréquent chez le type 1. Mais pour le type 2, la personne est beaucoup plus fatiguée. Il a une infection à répétition, un retard de cicatrisation, puis avoir des troubles visuels. Donc, ce qui différencie le type 1 du type 2, eh bien, c'est l'âge d'apparition, comme nous l'avons dit, c'est pour les jeunes, c'est le type 1. Et pour le type 2, c'est très tard dans la vie, bien que, selon les dernières études qu'on fait maintenant, à cause de l'obésité, même les enfants de 18 ans peuvent développer le diabète type 2. Et ensuite, il y a le mode d'apparition, comme nous l'avions vu pour le type 1, ça peut apparaître brusquement, comme ça peut prendre du temps pour apparaître. Mais ce qui est dangereux avec le diabète, c'est que lorsque vous avez les manifestations des symptômes, vous devez savoir que vous êtes déjà à un stade très, très avancé. Très avancé. Donc, les facteurs environnementaux, par exemple, pour le type 1, la cause n'est pas trop bien élucidée, mais c'est une infection ou bien l'exposition à certaines toxines qui sont responsables du diabète type 1. Mais pour le type 2, les facteurs sont bien connus. C'est nutrition malsaine. Donc, il faut avoir une nutrition équilibrée, saine, pour réduire ou prévenir les risques ou bien les complications de diabète type 2. Ce sont les manques d'activité et puis la consommation de gras. Donc, c'est ça qui sont responsables du diabète. Maintenant, comme je vous avais dit tout à l'heure, on ne peut pas regarder quelqu'un et dire que vous êtes diabétique. Ça prend des examens. Ça prend des examens. Et l'examen qu'on fait, c'est la glycémie. Donc, c'est ce qu'on va faire pour vous là, je suppose, tout à l'heure, non? Oui, la glycémie. Donc, la glycémie, c'est un examen qui permet de mesurer le taux de sucre dans le sang. Il y a 4 façons de faire ça pour arriver à la conclusion que la personne est diabétique. Il y a la glycémie à jeun. Donc la glycémie à jeun, c'est un examen que l'on fait après 8 heures de jeûne, c'est-à-dire 8 heures sans apport calorique. Donc on fait la glycémie. Maintenant, la valeur normale de la glycémie pour quelqu'un qui n'est pas diabétique, ça se trouve entre 3 et 5 millimoles par litre. Et il y a ce qu'on appelle aussi l'hyperglycémie orale provoquée. L'hyperglycémie orale provoquée, c'est que vous allez à l'hôpital, vous rencontrez le technicien, et bien il va vous faire ingérer 75 grammes de glucose, et puis on va contrôler votre glycémie dans 1 heure après, et puis 2 heures après. OK? Quand on fait le contrôle de la glycémie 1 heure après, eh bien, ça doit être inférieur à 11,1 millimoles par litre pour dire que la personne n'est pas diabétique, il est normal. OK? 120 minutes après, ça doit être inférieur à 7,8 millimoles pour dire que la personne n'est pas diabétique. Il y a un autre examen, c'est l'hémoglobine glyquée. Mais cet examen, lui, ce n'est pas pour le diagnostic. Cet examen se fait surtout, c'est pour contrôler, pour évaluer la bonne gestion du diabète qui a été fait pendant les 3 derniers mois.
OK? Parce que ça vous donne une idée de comment était variée votre glycémie dans les 3 mois précédents pour voir est-ce que vous avez fait une bonne gestion de votre diabète. Et il y a un autre examen qu'on peut faire encore, c'est le glucose et les cétones qu'on peut contrôler dans les urines. Normalement, il ne devrait pas se trouver du glucose dans l'urine, ni de cétones. Donc, si on les trouve dans l'urine, il y a quelque chose qui ne va pas. Maintenant, c'est là qu'on va, automatiquement qu'on les trouve, eh bien, on va vous faire d'autres tests, eh bien, pour évaluer, pour voir ce qui se passe. Parce que normalement, les résultats devraient être négatifs pour quelqu'un qui n'est pas diabétique. Maintenant, à quelle valeur on va commencer à parler du diabète? Maintenant, pour la glycémie à jeun, eh bien, si on a une glycémie qui est supérieure ou égale à 7 mmol par litre, eh bien, on peut confirmer le diagnostic que la personne, eh bien, lui, elle est diabétique. Pour l'autre examen, hyperglycémie orale provoquée, eh bien, si on a un résultat de 11,1 mmol après 2 heures de temps, donc ça c'est confirmé, cette personne est diabétique. Et puis, il y a un autre examen qu'on peut faire, c'est la glycémie aléatoire. Bon, celle qu'on va faire pour vous là. La glycémie aléatoire, c'est à n'importe quel moment, on le fait. Et puis, si on trouve un résultat supérieur ou égal à 11,1 mmol, eh bien, cette personne est déclarée diabétique. Donc, la mesure de l'hémoglobine glyquée, comme on l'a dit, c'est pour le contrôle de la glycémie pendant les 3 derniers mois. Mais on recommande la valeur normale pour montrer que votre diabète a été bien géré, ça doit être inférieur à 7%. Donc, l'objectif de la prise en charge. Donc, quand on veut faire la prise en charge du diabète, il faut savoir que c'est une approche multidisciplinaire. Ça fait intervenir plusieurs spécialités. Donc, le diététiste ou bien le nutritionniste, eh bien, il y a le podiatre, il y a l'endocrinologue, il y a tout un ensemble d'intervenants qui doivent intervenir. Mais l'élément le plus essentiel dans tout ça, c'est l'enseignement, c'est l'éducation. C'est la personne qui est diabétique lui-même. Il doit savoir comprendre et mettre en application bien, les instructions, et bien, les moyens qui sont mis à sa disposition pour l'aider à mieux gérer son diabète. Parce que l'essentiel, c'est faire une bonne gestion de la glycémie. Quand on fait une bonne gestion de la glycémie, on prévient ou encore on retarde les complications qui sont à long terme. Donc, le processus thérapeutique, ça passe par l'autosurveillance de la glycémie. Maintenant, généralement, automatiquement, le diagnostic est posé, eh bien, la personne est rentrée dans une école. Dans une école, il doit savoir comment gérer sa glycémie et pourquoi et comment le faire. Pourquoi gérer la glycémie? C'est pour retarder les complications parce que le diabète, ça tue. Même si vous êtes en pleine forme aujourd'hui, mais au fur et à mesure, ça tend vers l'aggravation. Donc, si vous ne prenez pas les mesures qui s'imposent, vous allez décéder, vous allez être invalidant de façon très, très, très précoce. Donc, il faut savoir comment faire cette autogestion de la glycémie, c'est extrêmement important. Donc, l'insuline exogène par injection, il faut savoir comment faire ces injections d'insuline, surtout pour le type 1, parce que l'insuline, c'est le traitement absolu. Pour le type 1, il n'y a pas d'autre moyen, il faut savoir prendre et bien, savoir faire ces injections d'insuline et comment le faire. Et mener une habitude de vie saine, c'est extrêmement important. L'habitude de vie saine, c'est avoir un régime alimentaire équilibré, sain, et c'est ne pas fumer, ne pas consommer de l'alcool, ne pas consommer de la drogue, prenez de saines habitudes de vie, ça va permettre une bonne gestion du diabète. Donc, pour ceux-là, surtout qui souffrent du type 2, donc, il faut faire des exercices physiques et puis adopter un régime alimentaire. Donc,
capable, parce que chaque personne a ses goûts. Ça ne veut pas dire que dès que vous êtes diabétique, vous ne pouvez pas consommer comme tout le monde. Vous pouvez consommer comme tout le monde, mais de façon équilibrée, de façon contrôlée. Donc, ce sont là les mesures qu'il faut prendre, et puis respectez vos rendez-vous. Quand vous avez des signes d'alerte, eh bien, ne prenez pas du temps, consultez un professionnel de la santé pour vous aider à gérer le diabète. Ensuite, il y a la notion de stress aussi, qui est un facteur extrêmement important dans le développement du diabète, parce qu'il y a le taux de cortisol. Bien, c'est une hormone, bien, qui va surtout désagréger le glucose qui est mis en réserve dans l'organisme et les faire passer dans le sang et faire le taux de sucre élevé dans le sang. Donc, l'essentiel du traitement, c'est l'éducation. Donc, savoir mettre en application les conseils, avoir une bonne alimentation, faire des exercices physiques, surtout pour le type 1, et être discipliné. Il faut savoir quand est-ce qu'il faut faire ces injections, quand est-ce qu'il faut contrôler la glycémie. Et pour le type 1, il est recommandé surtout de contrôler la glycémie avant d'aller faire des exercices. Parce que pendant l'exercice, vous pouvez rentrer en hypoglycémie, donc il faut contrôler avant et après, et n'importe quel malaise que vous ressentez pendant que vous faites l'exercice, eh bien, il faut contrôler sa glycémie. Il est recommandé aussi de prendre de petites collations pour permettre à l'organisme de trouver assez d'énergie. Et ensuite, en période de stress, eh bien, qu'est-ce qu'il faut faire? Donc, pour nous qui sommes des chrétiens, nous savons ce qu'il faut faire. Donc, il faut se relaxer, il faut apprendre à se confier à Dieu, bien, accorder la priorité à Dieu, et puis toutes les autres choses nous viendront par sur quoi? Donc, il faut développer une bonne relation de confiance avec Dieu. Donc, et pour les autres parties de traitement, pour la thérapie, donc ça prend surtout un professionnel de la santé pour vous dire comment prendre l'insuline, comment les mélanger, à quel moment qu'il faut prendre. Donc, je voulais rester là parce que j'ai parlé trop là déjà. Je vous donne l'opportunité de poser des questions, etc. Merci pour l'exposé. Mais est-ce que la maladie là, est-ce que c'est la maladie héréditaire? On prend ça entre maman et papa, ou bien on grandit avec ça tout naturellement? Bon, nous avons dit ça, et que ce n'est pas une maladie transmissible d'une personne à personne, mais c'est des perturbations dans notre système endocrinien qui surtout va entraîner le diabète. Par contre, les études, on a fait des études, on a trouvé une certaine prédisposition génétique. C'est-à-dire, en étudiant des gènes des personnes, on voit tel groupe est plus susceptible à développer le diabète. Mais ce n'est pas comme si directement qu'il y a une cause génétique à la base. Mais par contre, ce qui est certifié, bien c'est que les manques d'activité, mauvaise alimentation, bien sûr, sont des facteurs qui vont permettre à la personne de développer le diabète. Oui. Oui, je voulais savoir, parce que comme vous avez dit que les gens qui sont atteints de diabète, ils commencent à perdre le poids. Ça, c'est pour le type 1. Type 1. Oui. Mais pour le type 2, est-ce que la personne aussi? Parce qu'on voit, il y a deux différentes personnes. Il y en a qui sont gros, il y en a qui sont petits. Je veux savoir pourquoi. Oh oui, donc c'est dans la physiopathologie des types de diabète qu'il faut comprendre. Maintenant, pour le type 1, pourquoi il y a perte de poids dans le type 1?
C'est parce que l'organisme, c'est-à-dire le pancréas, ne sécrète pas d'insuline. Et si le pancréas ne sécrète pas l'insuline, ce que vous consommez, eh bien, ne sont pas utilisables. Parce que c'est l'insuline qui va permettre aux cellules de prendre le sucre qui est dans le sang. Or, les cellules ont besoin de l'énergie. Et cette énergie, c'est le glucose qui lui apporte. Il faut nécessairement trouver de l'énergie. Donc, si les cellules ne sont pas capables d'utiliser eh bien, le sucre que vous apportez par l'alimentation, mais qu'est-ce que les cellules vont faire? Eh bien, ils vont prendre ça dans les réserves, c'est-à-dire les graisses, l'accumulation de graisses que vous avez dans l'organisme, eh bien, ils vont les utiliser pour prendre ce glucose. Tu vois? Maintenant, eh bien, en perdant les graisses, eh bien, vous allez perdre du poids. Et qui est différent pour le type 2. Parce que le type 2, qu'est-ce qui arrive? C'est l'obésité qui en est responsable, surtout parce qu'avec l'accumulation de graisse, eh bien ça augmente la résistance de l'organisme à l'insuline. L'organisme ne peut pas utiliser l'insuline. Le pancréas produit de l'insuline, mais cette insuline n'est pas capable bien de permettre aux cellules d'utiliser le glucose. Donc c'est pourquoi l'obésité est plus responsable du diabète type 2, tandis que dans le type 1, on va avoir une perte de poids. Ça veut dire que le type 2 est plus dangereux que le type 1? Bon, les deux sont dangereux. Mais le type 1, le type est beaucoup plus dangereux. Pourquoi? Parce que le type 1, on a plus tendance à avoir l'hypoglycémie. Tu vois? L'hypoglycémie, or les cellules nerveuses ne peuvent pas vivre sans glucose. Donc 10 secondes sans glucose, c'est foutu pour le cerveau. Vous comprenez? Ben, on peut parler fort. Oui. Non, on va parler plus fort. Oui, la question c'est pour l'exercice, quand vous parlez de faire l'exercice, ça peut. Est-ce que c'est si on a des machines à la maison, aussi c'est aussi valable les exercices qu'on fait avec ce genre de machines où il faut plus aller dehors, marcher, courir, faire des choses à l'extérieur, ou est-ce que vraiment c'est des exercices utiles pour les gens? Oui, ce sont des exercices utiles qu'on devrait faire, mais maintenant quand on parle d'exercice, on veut voir ça sur une base régulière. Et ça veut dire que vous devez faire des exercices auxquels vous prenez plaisir à le faire. Par exemple, la marche. Si vous aimez marcher, vous pouvez marcher. Si vous aimez courir, vous pouvez courir, faire le jogging, faire l'aérobie. Et c'est important. Si vous aimez la gymnase, eh bien, vous pouvez utiliser les machines pour faire des sports, les tapis roulants, etc. Mais par contre, avant de faire des exercices un petit peu modérés ou bien intenses, il est recommandé de voir un professionnel de la santé pour qu'on puisse voir c'est quel type d'exercice qui est adapté à votre organisme, qu'est-ce que vous pouvez faire si vous n'avez pas d'autres problèmes, avant de s'engager dans des exercices intenses. Mais généralement, il est recommandé la marche parce que ça ne va pas déranger. Prendre du temps à marcher, 15 à 30 minutes. Donc il est recommandé par semaine au moins d'avoir une activité physique de 150 minutes. 150 minutes, on peut le faire par 10 minutes, si vous voulez. 10 minutes. 10 minutes par jour, c'est suffisant. Ça ne va pas arriver à 150? Non, oui, ça ne va pas arriver à 150, mais un nombre de fois par semaine, donc... Mais par semaine, c'est 150, mais vous pouvez diviser ça et puis 30 minutes au moins environ, 30 minutes. Mais ces 30 minutes, vous pouvez faire 10, par des séquences de 10, et puis ça donne. Ouais. Oui. Et j'avais une autre question aussi, c'est concernant la nutrition, de ce qu'on mange, surtout en termes de les choses farines, à base de farine, telles que le riz. On a tendance à nous conseiller d'éviter les choses blanches comme la farine, tout ce qui est blanc. Est-ce qu'il y a une réalité là-dedans de consommer plus les choses brunes que de prendre les choses blanches, ou ça n'a pas d'importance? Bon, l'essentiel, c'est... Est-ce que j'ai ce diapo?
Ok. Je ne sais pas si on peut projeter pour moi la recommandation nutritionnelle. Est-ce qu'on peut projeter pour moi la recommandation nutritionnelle? Passer les diapos jusqu'à arriver à la recommandation nutritionnelle. Maintenant, ce qui est important, c'est de savoir quelle portion de glucides, d'hydrates de carbone que vous devriez avoir dans votre assiette. Dans votre assiette, votre assiette doit contenir 40 à 50% de glucides, parce que l'organisme a besoin de l'énergie, a besoin de glucose, et 15% de protéines, et puis 20%, 10 à 20% de lipides, de graisse. Donc c'est comme ça qu'il faut voir. Mais vous pouvez manger comme tout le monde, mais sauf que il faut contrôler les portions de ce que vous prenez. Donc, parce qu'on y est arrivé, non? Il y a un bel diapo sur ça. Oui, c'est là. Donc, c'est le guide alimentaire canadien qui vous donne les différents éléments que doit contenir dans votre assiette. Donc, il faut manger des légumes, des fruits en abondance, consommer des aliments protéinés, et puis il faut boire de l'eau. Au lieu de consommer du jus, boire beaucoup plus de l'eau. Et puis, dans le choix de vos aliments, choisir les graines, les céréales, les grains entiers. Et puis, il est recommandé aussi d'apprendre à cuisiner. Il faut cuisiner plus souvent, parce que les fast-food que vous prenez là, c'est des poisons. Les McDo, les Tim Hortons, il faut les éviter, ces histoires-là. Prenez le temps de cuisiner, et puis limiter sa consommation en sodium et en sucre et en gras saturé, c'est-à-dire la consommation de la viande. Il faut diminuer ça, il faut éliminer ça dans vos assiettes, si ce serait mieux. Et le riz blanc, la farine blanche, les pains blancs. Éviter les produits qui sont trop transformés. C'est important d'éviter les produits qui sont trop transformés. Ouais. Oui, par exemple, pour les glucides, comme je l'avais dit, c'est 45 à 60%. Donc, l'apport minimal quotidien de glucose, c'est 130 grammes de glucose que vous aurez besoin. Protéines, 15 à 20%. Donc, nous, on sommes des adventistes du sixième jour, nous ne consommons pas l'alcool. Moi, je ne vais pas vous conseiller de dire limiter l'alcool, parce que je sais que les adventistes ne boivent pas d'alcool et ce n'est pas bon pour l'organisme. Bon, en tout cas, ce que je sais, l'organisme produit quantité d'alcool suffisante pour son fonctionnement. Ok? Quand vous ajoutez, donc vous prenez de trop déjà. Donc, c'est ça. Est-ce qu'il y a d'autres? Je ne sais pas si je réponds à votre question. Merci. Oui. Quand mes enfants étaient jeunes, ils allaient chez leur pédiatre et puis on faisait annuellement des prises de sang pour eux. Quand ils sont rendus adultes, donc on a changé de médecin, donc ils ont eu un nouveau médecin. Et ce médecin-là, moi je pensais que ça allait continuer de la même façon, j'exigeais à ce qu'il ait des prises de sang annuelles. Et puis ce médecin m'a dit non, et le gouvernement ne veut pas, vu qu'ils sont jeunes, et ils ne sont pas obligés de faire des prises de sang annuellement. Et vous avez parlé du diabète du type 1 qu'on retrouve particulièrement chez les jeunes. Oui. Donc un jeune qui est diabétique, comment il va faire pour le savoir, ne connaissant pas les signes du diabète? Donc, est-ce que là, on peut dire qu'on agit en prévention en tant que professionnel de la santé? Non, mais le gouvernement, lui, il a pris cette décision, c'est en fonction des études qui ont été réalisées, et voir que pour le diabète type 1, comme nous l'avons dit, ça représente 10% de tout le diabète. Et puis, et généralement, il y a quelque chose qui va pas chez le jeune. On va mettre la main dessus. Quelqu'un qui
qui a attrapé une infection qui a agi sur son pancréas, on va découvrir ça rapidement. C'est pas quelque chose qui va passer inaperçu. Pour les catégories qui ont des maladies auto-immunes, donc c'est sûr qu'on va pouvoir diagnostiquer ça de façon très précoce, mais on ne va pas diagnostiquer, c'est-à-dire le diabète de façon précoce, mais ce qui peut pouvoir évoluer vers le diabète, on pourra voir ça bien avant. C'est pourquoi on a pris ces mesures-là. Et puis bon, vous savez que le système de santé ici, c'est public, c'est le gouvernement qui contrôle. Hein. Donc ils vont faire leur réflexion à partir des études. Donc vous allez voir aussi qu'on va demander le dépistage du diabète. Et pour le type 2, c'est après 40 ans. C'est 40 ans et plus, on commence à faire le dépistage et puis on répète ça chaque 3 ans. C'est chaque 3 ans, le gouvernement demande de faire un dépistage du diabète type 2. Donc, ouais, c'est comme ça. C'est loin quand même. Oui, c'est loin, mais si vous n'avez pas aucun facteur de risque, mais pour les gens qui ont un facteur de risque, quelqu'un qui est obèse ou bien qui avait dans le passé une diabète gestationnelle, mais ces gens on va faire le contrôle pour eux de façon annuelle. Donc, vous comprenez? Donc, c'est pas trop loin. C'est pour les gens qui sont en dehors de facteurs de risque. Mais quand vous avez un facteur de risque, par exemple, quelqu'un qui a des antécédents dans sa famille de diabète, bien, quelqu'un qui est en surpoids, on ne va pas attendre tout ce temps pour faire le dépistage. Ouais. Là où je travaille, il y a un enfant qui est né sans pancréas. Mais à quel problème que l'enfant fait face? Ah non, le diabète type 1, c'est quelqu'un qui est né sans pancréas. Non, il a plein de problèmes. C'est quelqu'un qui est né sans pancréas. Le pancréas, c'est lui qui est responsable de la digestion. C'est quelqu'un qui ne peut pas manger du tout. L'enfant est né comme ça depuis qu'il était bébé. Et il est à la garderie, tout cela. Non, il ne peut pas être né sans pancréas et puis être... non, peut-être... On met quelque chose, ici on lui donne quelque chose, une sorte de ceinture. Oui, je sais. On a gauché quelque chose. Oui, pour lui apporter toutes les enzymes et puis... Ça doit être vu, hein. Ça, c'est terrible. Oui. Aussi, est-ce que... Après, ça pose une question. Est-ce que c'est juste une question d'économie pour le gouvernement qui fait que maintenant, dans le temps, pour la visite annuelle, votre médecin vous demande toujours de faire un bilan. Et maintenant, je vois que ça a changé. Tu as rendez-vous pour la visite annuelle et le médecin ne te demande même pas d'aller faire un bilan. Ça fait plus d'1 an que tu n'as pas fait un bilan, les prises de sang, cela. Il te dit, oui, ça va bien, tout va bien, tout va bien, tout va bien. Si vous ne l'exigez pas, est-ce que c'est pas quand même... un manque de prévention quand même. Imagine pour les personnes qui sont déjà dans les trentaines, quarantaines comme ça. Bon, comme je l'avais souligné avant, les décisions sont prises à partir des études qui ont été faites. On a fait des études, et bien on voit, on évalue les facteurs de risque, c'est en fonction des risques. Et bien qu'on établit les périodes de... Même pour les adultes avec oui. Maladies. Oui. C'est parce qu'on a fait des études, on voit dans tel pourcentage de risque. Par exemple, quelqu'un, dans le temps, on avait demandé de faire la mammographie chaque 1 an, mais d'après les études, on a vu que c'est pas pertinent d'avoir une mammographie chaque 1 an. Tu vois, c'est pas pertinent parce que quand on étudie les facteurs de risque pour développer le cancer du sein par rapport à la mammographie que vous faites, eh bien, c'est à partir de là qu'on va mettre des périodes pour faire des examens, mais c'est pas une question. Bon, en tout cas, il y a quand même une politique de santé, je ne veux pas dire question d'économie, mais il y a une politique de santé quand même qui permet d'arriver à prendre ces décisions. Vous avez d'autres questions? Donc moi, c'est ça. Pour revenir sur Violette encore, on parle encore de prévention. Et parce que vous aviez dit que le taux de diabète, ça a augmenté. Oui, ça va augmenter.
ça va augmenter encore davantage. Ouais. Donc, est-ce qu'on ne peut pas dire qu'il y a des ratés dans la prévention, en quelque sorte? Non, moi, je ne veux pas dire raté, puisque je sais que les décisions qui ont été prises, ce n'est pas des décisions au hasard, c'est en fonction des études qu'on a fait et puis on évalue les risques en fonction de ça qu'on prend ces mesures. Parce qu'il y a un facteur tel que le stress qu'il ne faut pas négliger. Bien, oui. Les gens sont de plus en plus stressés présentement, le coût de la vie, toutes sortes de choses et font en sorte que les gens sont très stressés. Et le diabète, le stress a un rôle très important parce que la cortisol, ça fait augmenter le taux de sucre. Oui, mais on tient compte de tout ça pendant qu'on prend ces décisions parce qu'il faut voir le pourcentage de la population qui va développer le diabète par rapport au stress. Vous voyez? Si c'est minime, on ne va pas investir tant d'argent là-dessus. Tu vois? Plus d'autres questions? Mais oui, alors, ce que j'allais dire encore pour juste deux. le diabète, c'est comme, il n'y a pas des signes avant-coureurs, c'est ça? C'est juste vraiment comme un bilan comme ça, par une prise de sang, les affaires, ils vont voir qu'il y a ça. Oui, mais il n'y a aucun signe avant-coureur. Il n'y a pas de signe avant-coureur au début. Mais quand les signes commencent à apparaître, là, vous êtes déjà à un stade avancé. Ouais. Mais il y a des signes. Par exemple, si vous commencez à prendre du poids, hein, vous regardez, oui, eh bien, c'est un signe avant-coureur qui te dit hey, arrête là, il faut contrôler votre poids. Ouais. Vous comprenez? Si on parle d'uriner, des affaires, son emploi. Oui, c'est la déshydratation, ça, oui. La tête, oui. Des affaires. Oui, mais ça, on est déjà à un stade avancé. C'est comme si vous allez confirmer votre diabète. Parce que quand on parle de signes avant-coureurs, c'est des signes qui vous disent attention, si vous n'arrêtez pas, vous allez vers là. Vous comprenez? Mais quand les signes apparaissent déjà, vous êtes déjà dans le diabète. Mais on ne sait pas, est-ce que c'est des signes qui disent que ben, c'est le diabète, des affaires comme ça? Non, mais vous parlez de quoi, là? Non, mais les signes, je dis, il n'y a pas de signes avant. Mais on peut avoir des signes, mais c'est les facteurs de risque. C'est les facteurs de risque. C'est pourquoi on vous dit, voilà ce qui expose à développer le diabète. C'est les facteurs de risque qu'il faut tenir en compte ici. Maintenant, c'est avoir une nutrition équilibrée, avoir un régime alimentaire sain, ok? Faire des exercices physiques, éviter de consommer trop de gras et surtout la graisse d'origine animale, les éviter. Là, vous pouvez quand même réduire votre chance de développer le diabète. Mais pour le type 1, comme nous l'avions dit, pour le type 1, bien c'est une infection virale, ou une maladie du pancréas, bon, comme cette personne-là qui est née sans son pancréas, bon là, on n'y peut rien. Mais pour le type 2, bien, on peut prévenir les complications. Donc, je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Est-ce que l'environnement ne joue pas le rôle prédateur sur le diabète avec l'homme? Oh, oui, mais on vient de voir ça. L'environnement, surtout pour les gens qui vont développer des infections au virus, qui vont contracter certaines toxines, bien, vont développer le type 1. L'environnement pour le type 2, c'est votre obésité. L'environnement pour le type 2, c'est de ne pas faire des exercices. L'environnement pour le type 2, c'est de consommer des aliments malsains, de consommer des gras. C'est ça l'environnement. C'est ça qu'il faut comprendre.